Donc, comme j'ai dit, on va voir dans cette séance, c'est quoi une plaque tectonique? Elle est formée de quoi exactement? Et qu'est-ce qu'il y a comme structure géologique? Comment peut-on reconnaître son épaisseur? Et comment peut-on reconnaître aussi ses limites? Donc, c'est une séance réservée à l'identification des plaques tectoniques, ses limites à la verticale, c'est-à-dire à partir de la surface de la Terre jusqu'à où il va une plaque en allant vers la profondeur, et ses limites horizontales en se déplaçant latéralement dans l'espace. Comment peut-on reconnaître ces limites? D'ailleurs, le schéma présenté ici devant vous montre les trois limites qu'on va voir ensemble. L'identification d'une plaque tectonique déjà. Une plaque tectonique, c'est quoi? C'est tout simplement un fragment de la lithosphère. Et quand on dit lithosphère, ça veut dire la croûte terrestre plus une partie du manteau supérieur. Vous savez très bien que quand on fait une coupe de la Terre, une coupe, on le dit ça hypothétiquement parce qu'on ne peut pas la faire, mais on le fait avec des méthodes géophysiques qui ont permis de montrer que la Terre est formée d'une croûte qu'on appelle la croûte, c'est ce qui est marron ici. Ensuite, le manteau supérieur, qui fait partie d'un manteau. Tout le manteau est partagé en trois, mais la partie supérieure, on l'appelle le manteau supérieur, celui qui est collé à la croûte. Ensuite, vous avez le noyau, dans lequel vous avez une graine au milieu. Et il y a plein de limites, on va les voir aussi. Et ce qu'on appelle la lithosphère, c'est la croûte continentale et le manteau supérieur, soit dans le continent, ou bien la croûte océanique et le manteau supérieur au niveau des océans. Donc déjà, ici, on connaît l'épaisseur d'une plaque tectonique. C'est la croûte plus le manteau supérieur. Et on appelle ça une lithosphère. En anglais, ici, c'est écrit crust plus the upper mantle. Et puis, vous avez le reste du manteau et le noyau. Donc, c'est ça une plaque tectonique. Alors, ces plaques, c'est l'épaisseur. Ces plaques se voient ou bien s'observent à la surface de la Terre avec des mouvements entre elles. Soit elles se rapprochent, soit elles s'éloignent. C'est-à-dire des zones de convergence où elles se rapprochent ou des zones de divergence où elles s'éloignent. Et ça, on va le voir après. Alors, quand on voit en détail une coupe de la Terre, c'est une coupe qui a été mise au point après plusieurs études, après plusieurs observations, soit naturelles, soit des méthodes géophysiques. On envoie donc des ondes et puis on les récupère. Et en traversant des milieux différents, on peut interpréter qu'il y a des couches différentes avec des limites entre elles. Donc ici, on voit que, en détail, voici la croûte océanique et voici la croûte océanique ici en bleu et la croûte continentale. Dans les continents, il y a une croûte qui se voit un peu plus épaisse. Et puis dans les océans, elle est moins épaisse. C'est normal parce que dans les continents, vous avez l'épaisseur des montagnes. Vous voyez que c'est un peu plus haut. On peut aller jusqu'à 8000, par exemple, au niveau des Himalayas. Et même ici au Maroc, l'épaisseur peut aller jusqu'à 4165 à Tobruk. C'est juste au sud de Marrakech, au Grand Atlas de Marrakech. Et puis vous avez le manteau supérieur. Il est là. Le manteau supérieur, c'est une partie du manteau. Le reste du manteau, on le voit ici. La partie inférieure du manteau, la graine, est entourée du noyau. Donc vous avez le noyau. Alors, entre les différentes couches, nous avons plusieurs discontinuités détectées par des méthodes géophysiques. On dit discontinuité car soit le matériel change complètement, soit c'est des conditions thermodynamiques. C'est-à-dire, vous passez de roche dure à une roche liquide, il y a une discontinuité. C'est comme si vous passez de l'air à l'eau. La surface de l'eau est considérée comme une discontinuité. Le rayonnement, par exemple, solaire, se propage de manière différente. Il y aura une réfraction quand il traverse la limite entre l'eau et l'air. Alors, ces limites, on les connaît alors la plus profonde, entre la graine et le reste du noyau, ça s'appelle la limite, la discontinuité Lehmann. C'est le nom de monsieur qui a découvert. Donc c'est relatif. Et puis à la base du manteau, c'est-à-dire entre le manteau et le noyau, vous avez la limite Gutenberg. C'est le nom de monsieur qui l'a découvert et qui a publié pour ça pour la première fois. Et puis vous avez ici entre le manteau
le manteau supérieur et la croûte, soit la croûte océanique ou la croûte continentale, vous avez une limite qui s'appelle Mohorovichik. En général, on dit que simplement Moho. C'est la base de la croûte. Il y a une quatrième, ici on va la voir après, qui sépare deux parties de la croûte. Vous avez la croûte superficielle et la croûte inférieure et la croûte supérieure. Donc il y a deux parties de la croûte, une qui est supérieure et une qui est inférieure. Il y a une discontinuité qu'on appelle ici, on appelle là la croûte, le nom m'échappe, Conrad. On l'appelle Conrad, c'est ça. Ça s'appelle Conrad, on va là. Et donc ici, si on veut savoir la plaque à ce niveau des océans, le manteau supérieur plus la croûte océanique, ça donne une plaque tectonique. C'est la plaque tectonique, c'est une croûte océanique plus la partie supérieure du manteau, c'est une lithosphère océanique dont l'épaisseur est environ de 70 km. Alors que dans les continents, la plaque tectonique est formée par le manteau supérieur et ensuite nous avons la croûte continentale. Croûte continentale plus partie supérieure du manteau, ça donne une lithosphère continentale. Et là, l'épaisseur, elle est beaucoup plus importante, ça peut aller jusqu'à 150 km en moyenne. Alors, si vous avez aussi observé, ici, il y a des valeurs de densité. La densité augmente en allant de la surface vers la profondeur. Donc, c'est normal. L'élément le plus dense, il va vers le fond. Si vous prenez un morceau de verre, un morceau de fer et un morceau de bois, vous lâchez dans une bassine d'eau, le fer va aller à la profondeur alors que le bois reste à la surface. Donc, les couches qui forment la Terre se sont superposées les unes sur les autres en fonction de leur densité. Le noyau, par exemple, ici, ou bien la graine, il y a une densité de 12, 11 dans la partie inférieure du noyau externe, 9, 5 au niveau de la partie inférieure du manteau, 3,3 au niveau du manteau supérieur, et une moyenne de 2,7 pour la croûte continentale, mais 3,2 pour la croûte océanique. Donc la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Donc, à retenir dans ce schéma-là que les plaques en verticale sont formées par soit la croûte océanique et le manteau supérieur, soit la croûte continentale et le manteau supérieur. On appelle ça la lithosphère, peut-être océanique ou continentale. Donc ce sont ces plaques-là qui vont bouger, qui bougent par la suite. C'est la partie supérieure qui peut bouger de manière simple sur le reste de la surface de la Terre, de la profondeur de la Terre. Alors, la nature de la lithosphère, en général, il faut savoir quelle est la nature des roches qui forment la lithosphère. Et on va commencer par la lithosphère continentale. La lithosphère continentale, ça veut dire la croûte continentale plus la croûte, la partie supérieure du manteau, pardon. Donc, croûte continentale plus la partie supérieure du manteau. Voici donc ce qu'on appelle un log scientifique. Vous connaissez, puisque vous avez déjà vu ça au niveau des sorties SCAT. En log, c'est une représentation des formations ou des couches qui forment une unité géologique en allant de la base au sol. Alors, dans la lithosphère continentale, ça commence toujours par le manteau supérieur, puisqu'on l'a déjà vu, donc c'est le manteau supérieur, plus la croûte continentale. Entre le manteau supérieur et la croûte continentale, vous avez la discontinuité mohorovichique, et puis entre la croûte superficielle, la croûte supérieure et la croûte inférieure, nous avons une discontinuité qui est la discontinuité de Conrad. Ce sont des discontinuités qui montrent qu'il y a une différence, soit de densité, soit de conditions de pression-température, etc. Alors, ce log-là, on voit que dans le manteau supérieur, nous avons des péridotites et des leurzolites. Quand on dit péridotites, ce sont des roches magmatiques riches en fer et magnésium. Il y a beaucoup de lévite. Vous avez vu les TP de pétrographie avec les collègues de pétrographie donc sur des lames minces. Vous savez ce que c'est qu'une lévite. Donc le manteau supérieur est très riche en péridotites. Et puis dans la croûte inférieure, vous avez des roches métamorphiques, ça s'appelle des granulites. Vous avez des roches intrusives et la profondeur peut aller jusqu'à 10 à 15 km.
Dans les pérédaux, on a reconnu que le manteau est formé par des pérédaux, par des enclaves. Les enclaves, c'est quoi? C'est quand un magma remonte à la surface et ramène avec lui des arrachements. Il arrache des roches de la profondeur et il les ramène à la surface. On voit dans un granit un morceau noir, c'est une enclave. On voit dans des basaltes des morceaux durs plus noirs, c'est des enclaves. On appelle ça des enclaves. C'est des morceaux de roche qui existent en profondeur, arrachés par le magma qui monte à la surface. Et ça permet d'avoir une idée sur les roches qui constituent la profondeur. Donc, les roches intrusives, on les voit sous forme d'enclaves. Et puis, les roches métamorphiques, c'est des roches de type granulite, la nature. Et puis, la croûte supérieure, elle est formée par des roches métamorphiques plus des granites. Et ça, on l'a su grâce à des forages et des méthodes géophysiques. Un forage, c'est quand on fait un trou, on perce, ça peut aller jusqu'à 1 kilomètre, on perce et puis on fait sortir les roches sous forme de carottes, on les appelle des carottes, et on étudie la nature. Ou bien on fait des méthodes géophysiques, on envoie des ondes, et ces ondes, elles reviennent réfléchies, ou bien c'est ça, réfléchies par les surfaces des roches, et ou bien les discontinuités entre les différents types de roches, et on peut étudier la nature des roches grâce à des méthodes géophysiques. Alors que la croûte superficielle, elle est formée par les roches sédimentaires, c'est celle que vous avez vues dans la région de Tahnaut, des roches volcaniques, et on a juste à côté, mais on n'est pas arrivé à les voir, et on peut faire des forages qui peuvent aller jusqu'à 4,5 km. Donc c'est ça, une plaque tectonique au niveau des continents, c'est-à-dire la lithosphère continentale. Si on vous demande de quoi est formé les plaques dans les continents, c'est tout simplement ce tableau. Dans les océans, on parle de la lithosphère océanique. Quand je dis lithosphère océanique, c'est croûte océanique plus partie supérieure du manteau. Vous voyez que le manteau, il est le même pour les deux. Ce qui change, c'est la croûte océanique ou bien la croûte continentale. Alors, dans un log aussi, un log qui représente la lithosphère océanique, on voit la partie qui est commune avec la lithosphère continentale, c'est le manteau supérieur, toujours la même euh, nature lithologique, ce sont des péridotites. Je le répète, c'est une roche magmatique très riche en fer et magnésium, et en termes de minéraux, il est formé par beaucoup d'olivines. Il y a beaucoup d'olivines, et on l'a su grâce à des enclaves ramenées à la surface. Et puis vous avez des gabbros, des roches magmatiques basiques, et qui sont litées ici, ensuite massives, et après on a des basaltes. Des basaltes, la différence entre les gabbros et les basaltes, c'est que les basaltes, elles sortent à l'extérieur et elles sont refroidies rapidement. Avec deux types, soit en filant, regardez les filons verticaux, on dit un filon, quand une faille s'ouvre et il est rempli de magma et ça forme euh, un fil, on le voit sur la carte comme un fil. D'ailleurs le terme filon vient du fil. Et puis vous avez en haut ce qu'on appelle des basaltes en pilolava. Pilolava en anglais, ça veut dire basalte en coussin. Un coussin, c'est quoi un coussin? Un coussin, c'est une étoffe de coton ou de la laine qu'on met dans un tissu pour le mettre sous la tête au moment où on est au lit. Et les coussins, ça veut dire en boule, si vous voulez, aussi, c'est possible. Alors pourquoi ces basaltes se forment en boule? Parce que quand elles sortent, c'est un indicateur que des basaltes se sont mis en place sous l'eau. Dans les océans, les basaltes remontent directement en contact avec de l'eau. La petite boule qui sort, il est recristallisé, ça tombe. Il est refroidi, durci et ça tombe. Il y a une autre qui sort. On a donc beaucoup de boules et on les appelle des coussins ou bien des pilolava en anglais. Chaque fois que vous avez des boules dans un terrain, des boules de basalte, ça veut dire que ces basaltes se sont mis en place sous l'eau, par différence à des volcans qui font sortir des basaltes sur la surface de la Terre, dans le continent. À ce moment-là, ça coule, ça fait des coulées de basalte. C'est ça la différence. Et puis, bien sûr, dessus, vous avez des sédiments, une petite pellicule de sédiments, ça peut aller jusqu'à 0,5 km, et vous avez une couche d'eau, ou bien une épaisseur d'eau de 4 à 5 km d'épaisseur aussi. Donc, dans la nature, on voit que ici, il n'y a pas de granit et il n'y a pas de roche métamorphique, il y a uniquement un basalte basique. C'est des basaltes basiques, c'est uniquement des basaltes moins riches en silice. C'est gabbro, basalte
et des sédiments qui se déposent, mais il n'a pas de roche magmatique acide comme les granitules. Donc, c'est très simple. Dans la croûte océanique, vous avez beaucoup de basalte et de gabbro, mais vous avez le manteau supérieur comme la croûte, comme sous la lithosphère continentale. Si je fais une petite comparaison entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique, on va voir l'épaisseur de la croûte, on le sait déjà. La croûte continentale est plus épaisse, alors que la croûte océanique est moins épaisse. On l'a vu sur le schéma précédent. Si je considère l'épaisseur de l'ensemble de la lithosphère, ça veut dire manteau supérieur plus la croûte océanique ou bien la croûte continentale. Donc, la lithosphère continentale, on l'a vu, c'est 150 km à peu près, alors que la lithosphère océanique, c'est 70 km. La densité, on a parlé aussi, c'est 2,6 au haut et à la partie inférieure 3 dans la croûte, dans la croûte continentale, alors que dans la croûte océanique 3,8. Donc la croûte océanique est plus dense. Et puis la nature, basalte et gabbro pour la lithosphère océanique, alors que c'est des granites, des granitoïdes et des granulés, roches métamorphiques, pour la lithosphère continentale. L'origine de ces sédiments, ou bien de ces dépôts, ou bien de ces roches. Dans la lithosphère continentale, ce sont des intrusions qui remontent de la profondeur, plus un recyclage sédimentaire du matériel. Quand on dit recyclage sédimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire formation des chaînes de montagne, érosion, dépôt, consolidation et sa forme. Alors que la lithosphère océanique, c'est tout simplement du magma issu de la fusion du manteau. C'est ça la différence. Dans les océans, la nature des roches est complètement différente dans les continents. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence. Alors maintenant, les limites des plaques. Donc on a su que la limite inférieure est supérieure à la verticale d'une plaque. La limite supérieure, donc, c'est l'air, qu'on est à la surface de l'air ou bien à la surface de l'eau. Alors qu'en bas, c'est la base du manteau supérieur. Maintenant, dans l'espace, je veux limiter une plaque dans l'espace et on va voir que ces limites-là sont au nombre de 3. Donc une plaque tectonique qui est une partie de la croûte terrestre plus le manteau supérieur, il serait donc soit émergé, c'est-à-dire soit il est au-dessus du niveau des mers, soit il est sous la mer. Donc une plaque peut être formée à la fois de la croûte océanique et à la fois de la croûte continentale. Mais les limites latérales sont au nombre de 3. Il y a des limites dites, des limites divergentes, des limites divergentes. Quand on dit divergente, c'est-à-dire éloignement, il y a une divergence, il y a un éloignement d'une plaque par rapport à une autre, et ces zones-là, elles sont dites des dorsales. Et puis le deuxième type de limite, ce sont des zones de convergence. Quand on dit convergence, ça veut dire que les plaques se rapprochent l'une de l'autre. Et on appelle aussi cette limite des fosses ou bien des zones de subduction. Fosses ou zones de subduction. Un troisième type de limite, dite les limites transformantes. Ici, les plaques ne sont pas ni en rapprochement, ni en éloignement, mais ils glissent latéralement une par rapport à une autre. C'est un type de décrochement. Quand on dit d'ailleurs transformante, c'est un type de décrochement. C'est-à-dire que les déplacements sont horizontaux et il n'y a ni rapprochement, ni éloignement. Alors, si je veux voir ces limites-là, je vais faire une coupe. Je vais imaginer que j'ai un grand couteau et je coupe la terre comme un pastique, comme si vous coupez une pomme. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si je fais une coupe de la terre, on va voir ici les différentes couches dont on a parlé au début, c'est-à-dire le noyau de la terre, et puis en mauve, et puis en jaune le manteau, et les plaques ici sont formées soit en bleu, soit en marron. Si vous regardez ici, vous avez c'est la lithosphère, ce qui est bleu ici, ce qui est bleu, et ce qui est marron, c'est une plaque par exemple. Et c'est discontinu, donc nous avons des limites. Alors, deux types de limites. Vous avez par exemple ici, au niveau du numéro 1, c'est une dorsale, c'est une limite d'éloignement, c'est une zone de divergence.
Alors que cette limite ici, par exemple, c'est une limite de convergence. Les deux flèches rouges montrent que ces deux plaques se rapprochent. Donc nous avons ici deux types de limites. Limite dite dorsale ou bien limite divergente, les plaques s'éloignent, ou bien limite convergente, dite aussi fausse ou bien zone de subduction, où les limites se rapprochent. On peut aussi observer qu'une plaque peut être soit uniquement de la croûte océanique, mais elle peut être aussi de la plaque océanique plus la croûte continentale plus la croûte océanique. Donc, quand je dis une plaque, c'est différent d'un continent, mais c'est différent aussi d'un océan. Donc une plaque tectonique peut être formée par un continent plus une partie d'un océan. Exemple ici, vous le voyez, ici, vous avez une plaque tectonique qui est formée par une plaque continentale plus une croûte océanique. Et bien sûr, à la base, vous avez aussi la partie du manteau supérieur. Alors que ici, nous avons une plaque formée uniquement par une croûte océanique. Difficile de trouver une plaque formée par uniquement un continent. C'est possible, mais ici, on ne voit pas. Si nous avons une limite ici, et vous avez la croûte qui va faire le mouvement vers le bas, la croûte océanique, on peut donc dire que c'est deux continents formés sur le plan. Une autre remarque à avoir ici, vous avez ici le rapprochement, et puis vous avez la croûte océanique qui va plonger sur la croûte océanique. Mais jamais de croûte continentale qui va plonger sur la croûte océanique. Toujours, c'est la croûte, s'il y a une croûte, s'il y a un rapprochement, vous avez toujours la croûte océanique qui va plonger dans le monde. Et tout simplement, ça c'est dû au fait que la croûte, ou bien la lithosphère océanique, est plus dense que la lithosphère continentale. Donc, celle qui est dense va descendre vers le bas. Donc, c'est ça. Le troisième type de limite, ce sont les zones transformantes. Et ces zones transformantes, on ne les voit pas quand on fait une coupe de la Terre. On les voit quand on regarde en surface, en observant en surface. Pour les étudiants que j'ai pendant les TP de cartographie sur la naissance, soit sur le terrain, l'observation en géologie se fait de deux manières. Soit j'observe sur un plan vertical, donc c'est une coupe, soit j'observe sur une carte. Donc je dis, en carte je vois tel, et en coupe je vois. Donc en coupe on peut voir la dorsale et la fosse, mais en carte je peux voir les failles transformantes où il n'y a ni rapprochement ni éloignement, mais il y a un décalage de la dorsale. Ces failles transformantes sont en général associées aux rides médio-océaniques ou bien à ces dorsales-là, et il les décale. Et on va voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le voit tout le temps associé aux dorsales et pas aux fosses, rarement aux fosses. Donc je résume, trois types de limites. Une limite, les plaques tectoniques s'éloignent, on l'appelle la dorsale. Une limite où les plaques tectoniques se rapprochent, on l'appelle fosse. Et sur la carte, on peut voir le troisième type de limite, c'est une limite transformante. Maintenant, on va voir l'exemple de limite divergente, qu'on appelle une dorsale océanique, ou bien une ride médio-océanique, c'est la même chose. Donc la définition, déjà comme définition, c'est une limite de plaque divergente ou une dorsale sous forme de chaînes de montagnes sous-marines et qui sont formées le long des zones, le long des limites des plaques tectoniques où ces deux dernières s'écartent. Si je regarde une carte du monde, c'est-à-dire la carte de la Terre, je vois que j'ai des continents et des océans, et je vois que les rides, ou bien les dorsales médio-océaniques, d'ailleurs on les appelle dorsales médio-océaniques car elles sont au milieu d'un océan. En général, elles sont localisées au milieu de l'océan parce que tout simplement, elles sont créées par éloignement. Et cet éloignement fait que chaque fois qu'il y a de l'éloignement, se fait de manière symétrique. Création de l'espace, création de la surface, de manière symétrique. Donc ici, vous avez l'Afrique et l'Amérique, l'Europe et l'Amérique du Nord, avec la ride médio-océanique qui est au milieu de l'océan Atlantique. Vous avez ici l'océan Indien, avec une autre
l'océan Indien avec une autre ride médio-océanique, et puis l'océan Pacifique avec ici la limite, la ride à ce niveau-là. On peut voir qu'il y a des décalages. Regardez ces lignes-là, où on voit des décalages. On peut les voir ici, on peut les voir ici. Ce sont des failles transformantes et des décalages. Ce sont des décrochements qui affectent la ride médio-océanique, mais rarement les fosses ou bien les zones de subduction. Une limite de plaques divergentes se présente dans un schéma, ce qu'on appelle donc un bloc diagramme. J'ouvre une parenthèse. Tout à l'heure, j'ai dit que l'observation en géologie se fait de deux manières. C'est la coupe et la carte. Et puis vous avez un bloc diagramme qui regroupe les deux. Un bloc diagramme, c'est ça. Ça permet de voir en carte ce qu'on voit du haut, mais on peut voir aussi deux coupes. Une coupe comme ça et une coupe comme ça. Donc on appelle ça un bloc diagramme. C'est une représentation de 3D avec deux coupes perpendiculaires plus la carte en haut. On l'appelle un bloc diagramme. C'est le troisième type d'observation en géologie. Alors, une dorsale océanique ou bien une ride se présente comme ça. Donc nous avons ici une plaque, la plaque 1, et puis la plaque 2. Regardez le mouvement, la flèche de la croûte océanique. Donc ici nous avons la plaque qui est formée par une partie du continent, une partie de la croûte océanique, plus le manteau supérieur. Et puis la plaque numéro 2, qui est formée par la même chose, plaque océanique, croûte océanique, croûte continentale, plus le manteau supérieur. Et entre les deux, nous avons du magma qui remonte et qui fait pousser, donc le nouveau magma remonte et il pousse latéralement, c'est ce qui fait que les deux continents s'éloignent. Imaginez que ça c'est l'Amérique, ça c'est l'Afrique, donc le magma qui est né au sein de la ride médio-océanique atlantique, chaque fois il monte, il pousse. Un nouveau magma monte, il pousse, ainsi de suite. Donc, c'est en détail, le magma, il est né sous le manteau supérieur. Quand il y a une fusion, le magma devient moins dense, plus liquide, et donc il va remonter par différence de densité par rapport aux roches qui l'entourent, et il va pousser latéralement, et vous aurez éloignement des plaques. Donc c'est pourquoi on appelle ces dorsales médio-océaniques les zones de divergence. En arabe, taba'ud. Taba'ud, safa'ih at-tectonique. Donc vous avez ici un éloignement. Pourquoi est-ce qu'il y a cet éloignement? Parce qu'il y a un basalte qui remonte et pousse, c'est fait de se faire de la place, et pousse latéralement pour monter à la surface. Donc vous avez le manteau supérieur, l'asténosphère qui est le reste du manteau, et puis la lithosphère formée par le manteau supérieur et la croûte océanique dans ce cas-là, mais après c'est aussi la croûte continentale. En détail, cette partie où vous avez la montée du basalte qui pousse latéralement, ça s'appelle un rift, à une largeur d'à peu près 200 km, comme ça. Et puis vous avez le magma qui va remonter et qui va pousser, il va remonter dans des failles et il va pousser. Regardez, c'est soulevé, c'est pourquoi ça forme ce qu'on appelle des montagnes ou bien des rides sous-marines. Rides, ça forme une ride, le terme de ride, vous connaissez, c'est un plissement. En arabe, tajaïd. Tajaïd, les plissements, les déconnus sur le front des gens un peu âgés. Et donc là, c'est une ride. Le magma remonte et pousse latéralement. Donc le magma monte dans cette partie qu'on appelle le rift, qui est très profond. L'écartement des deux plaques va compenser, c'est-à-dire sera compensé par la montée des basaltes. Chaque fois que la plaque est poussée de part et d'autre de ses failles, le basalte va remonter, remplacer et compenser le vide. Parce qu'on ne peut pas quand même faire éloigner deux plaques et laisser un vide au milieu. Ça va être déséquilibré. Et donc, ce mouvement de remontée de basalte et puis elle remplace le vide laissé par l'écartement des deux plaques, on appelle ça l'expansion des fonds océaniques. C'est une accrétion ou bien une expansion des fonds océaniques. Le terme d'expansion, qu'est-ce que ça veut dire? Augmentation de la surface. L'expansion, ça veut dire augmentation de la surface. Et cette augmentation de la surface va faire que deux continents s'éloignent.
Et l'éloignement des deux plaques, la vitesse peut être lente ou elle peut être rapide. Et c'est un exemple. La dorsale atlantique, c'est-à-dire l'éloignement entre l'Amérique et l'Afrique, il se fait d'une vitesse de 2 cm par an. Chaque année, l'Amérique et l'Afrique s'éloignent de 2 cm à 4 par an. Imaginez maintenant, on met des câbles, je ne sais pas si vous êtes au courant, on met des câbles de connexion entre l'Amérique et l'Europe. D'ailleurs, l'un des arguments aussi, c'est que parfois on retrouve ces câbles coupés. Pourquoi ils sont coupés? Parce qu'ils sont tendus par l'éloignement des deux continents. Et puis vous avez on peut avoir aussi des dorsales rapides, des dorsales qui fait un éloignement des deux plaques avec une vitesse un peu plus rapide. L'exemple de la dorsale pacifique qui s'éloigne d'une vitesse qui peut aller jusqu'à 20 cm par an. 20 cm par an, c'est pas facile, hein, 20 cm par an. La dorsale pacifique est la plus rapide. Et d'ailleurs, quand une dorsale est rapide, il va créer beaucoup de volcanisme, beaucoup de séismes, beaucoup de tremblements de terre. Les caractéristiques de ces limites divergentes, de ces rides ou bien de ces dorsales. En arabe, on appelle les dorsales dirwa. Limite dirwa, c'est-à-dire la zone où vous avez création du magma et il pousse les plaques latéralement et puis vous avez éloignement et puis vous avez donc ce qu'on appelle la dérive des continents. La dérive, c'est-à-dire c'est comme si vous avez un bateau sur la surface de l'eau et puis il y a des petites vagues qui vont le faire dériver. Il va dériver vers le sens du mouvement du vent et des vagues. Donc les dorsales océaniques occupent à peu près le 1/4 de la surface des océans. Ils occupent le 1/4 de la surface. Longue position des lignes de limite et sont longs de 60 mètres autour du globe terrestre. Donc si je mesure la longueur des rides médio-océaniques autour de la Terre, ça dépasse 65 km. Et ils occupent 1/4 de la surface des océans. Ils sont larges, donc ces rides, ces lignes qu'on appelle dorsales médio-océaniques, ces lignes dans lesquelles le magma remonte pour faire repousser les continents, bien repousser les plaques latéralement, c'est large de 1000 à 3000 km. Et puis, en hauteur, ils sont plus hauts que le niveau moyen du fond des océans de 2000 mètres, c'est-à-dire 2 km. Il y a une hauteur de ces rides sont larges de 1000 à 3000 et puis ils sont plus hauts à partir de la plaine abyssale qui est le fond des océans de 2 km. ارتفاع بالنسبة le fond des océans jusqu'à là. La plaine abyssale est le fond des océans. La plaine abyssale, c'est les zones les plus basses des océans. Ces rides, elles dépassent ces zones d'une hauteur de 2 km. Parfois, elles dépassent même le niveau de l'eau. Quand on trouve des îles volcaniques, c'est probablement la ride médio-océanique qui est remontée. Un exemple de ride où la ride médio-océanique affleure à la surface, c'est l'Islande. L'Islande, ce sont des îles qui sont au milieu de l'océan Atlantique Nord, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, l'Islande, il vit sur une ride médio-océanique. Il y a beaucoup de volcans, il y a beaucoup de basalte. Tous les sols sont noirs. Et d'ailleurs, l'Islande a une caractéristique, c'est que les basaltes qui remontent, la croûte océanique est la plus petite, c'est-à-dire la plus mince, elle n'est pas épaisse, et on ressent la chaleur du manteau. Vous avez même par endroit des zones, des fissures où vous avez la vapeur de l'eau qui sort. Il y a beaucoup de sources thermales là-bas, et il y a même des gens qui font un tourisme juste pour aller voir cette vapeur et faire une omelette sur la vapeur de l'eau qui remonte avec une température importante. Cette vapeur, c'est de l'énergie, on peut l'exploiter sous forme d'énergie, on peut l'exploiter pendant la thalassothérapie, on peut l'exploiter dans plein de choses. Donc, mettez dans la tête que l'Islande est une île dans l'Atlantique Nord où vous avez la ride médio-océanique qui dépasse le niveau de l'eau. D'ailleurs, il y a un pays qu'on appelle l'Islande. Les gens ils vivent là-bas. Vous pouvez parfois voir des documentaires qui parlent de l'Islande. Vous allez voir que tout le sol est noir parce que c'est des basaltes.
Et vous avez beaucoup de température avec beaucoup de vapeur qui ressort partout. Beaucoup de bulles qui ressortent, c'est la vapeur qui dépasse parce que la croûte, là-bas, elle est très mince et le manteau est très proche, il est remonté. Et donc, on a la température qui remonte à la surface. Dans la dorsale, la petite zone par laquelle remontent les basaltes, c'est-à-dire la limite, c'est ça la limite entre, c'est là où il y a une rupture de la croûte océanique, c'est là où c'est cassé, c'est là où c'est coupé, c'est là où c'est limité de plaques. Donc, c'est 20 à 50 km de large, et puis vous avez des failles normales, et s'ouvre, c'est la distension, le magma qui est formé remonte à la surface. Donc, ces zones qui contiennent les failles, c'est là où il y a l'effusion, ou bien ce qu'on appelle l'effusion fissurale, c'est l'effusion des basaltes. 2 km au milieu de ces 20 à 50, 2 km qui va faire monter des basaltes par l'effusion fissurale. Ce sont des laves basaltiques qui vont remonter et qui vont pousser latéralement. Ensuite, nouvelle basalte qui remonte et passe latéralement. Ensuite, nouveau basalte qui remonte et passe latéralement. C'est comme ça vous aurez des bandes de basalte dont les plus récents sont au milieu de la zone de rift et les plus anciens s'éloignent de plus en plus latéralement. C'est ce qui va créer donc l'écartement, l'éloignement latéral des deux plaques tectoniques. C'est ce qui va aussi pousser les continents qui font partie d'une plaque. Au niveau de cette partie-là, vous avez donc une croûte océanique la plus récente et la plus ancienne, elle est un peu loin. Elle est déjà refroidie, elle est déjà éloignée, repoussée latéralement. Vous avez aussi, au niveau de ces dorsales-là, les basaltes les plus récents. On peut aujourd'hui y aller et trouver un basalte qui est sorti hier. Mais le plus ancien, il est à côté des continents. Puisqu'on a dit que l'Afrique était à côté de l'Amérique. Donc le premier basalte qui est sorti, on voit à côté de l'Afrique et à côté de l'Amérique. Deux bandes symétriques. Par rapport, il y a une symétrie de part et d'autre de la ride médio-océanique. Dans ces rides médio-océaniques, il y a un flux thermique important. C'est ce que j'ai dit au niveau de l'Islande. Et puis vous avez une anomalie négative de la gravimétrie, car le manteau est très élevé. Et il n'y a pas de sédiments. Il n'y a pas de sédiments, car chaque fois que des sédiments tombent, les basaltes se sont renouvelés, on a un nouveau basalte, et le sédiment qui est tombé est poussé latéralement avec l'ancienne croûte. Donc c'est ça l'ensemble des caractéristiques. Je vais vous envoyer ça sous forme de PDF. Alors, la question que se pose, comment peut naître une dorsale médio-océanique? Pourquoi on a les dorsales médio-océaniques là où ils sont aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a une dorsale qui est née entre l'Amérique et l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une dorsale qui va naître au milieu de l'Afrique et partager l'Afrique en deux? Donc, on aura une Afrique qui est collée à l'Europe et une Afrique qui est collée au pôle sud. Vous pouvez voir ça. Qu'est-ce qui fait que les dorsales ont choisi des zones bien précises et pas d'autres? Donc, c'est des stades en fait. 3 stades de formation d'une ride médio-océanique. Le premier stade, et ce qui décide du choix de la zone, c'est quand on a ce qu'on appelle un point chaud. Un point chaud dans le manteau. Le manteau ici, c'est le manteau supérieur, nous avons une zone qui est très chaude par rapport au reste. Ce point chaud va faire qu'il y aura un bombement, il va pousser vers la surface pour sortir. C'est comme si vous chauffez du lait dans une casserole. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe du lait dans une casserole et on ne fait pas attention? Le lait va monter et va déborder au-delà de la casserole. C'est la même chose quand le manteau est chaud dans un point donné, il pousse vers la surface. Et on appelle ça un bombement thermique. Un bombement car c'est bombé, thermique car c'est lié à la température. Donc ce bombement thermique va aussi pousser la croûte vers le haut. Et là, vous aurez des déformations. Quand on pousse une croûte qui est dure, elle va se casser. Essayez de pousser par le bas quelque chose qui est dur, il va se casser, il va y avoir des fractures. Et plus qu'il y a des fractures, plus que le manteau pousse pour sortir. Donc il y a des zones avec lesquelles il va sortir. Et quand on a un bombement, une partie de la croûte terrestre qui est bombée, elle est soulevée. Et quand c'est soulevé, il est exposé à l'érosion.
les zones les plus hautes sont exposées à l'érosion. C'est comme une bosse dans un pneu de bicyclette, de moto. La bosse va être érodée le maximum possible. Elle deviendra de plus en plus mince. Et plus qu'elle devient mince, plus que la chambre à air qui est à l'intérieur du pneu pousse. Donc il doit y avoir de l'érosion. Le manteau va pousser et puis il va finir par sortir. Donc il y a une déformation intense par des fractures, étirements. Il va y avoir sur le bombement du manteau, il va y avoir glissement de la croûte de part et d'autre. Il y a des fractures qui vont arriver. Il peut apparaître des joints. Ces joints, ce sont ces fractures. Ce sont des diaclases qui vont commencer par les diaclases par la suite et vont s'ouvrir partout. Dans le deuxième stade, il va y avoir des mouvements horizontaux par glissement de la croûte sur le bombement, mais il peut y avoir aussi des mouvements verticaux. Les mouvements verticaux, c'est quoi? C'est le fait que le manteau remonte à la surface et puis il va essayer il va se refroidir et il va descendre. Donc, c'est comme si le manteau qui est chaud va remonter à la surface. Ensuite, il va baisser parce qu'il est refroidi. L'exemple de lait dans la casserole est genre, bon, vous allumez le feu sur la casserole et puis le lait va remonter. Vous éteignez le feu, le lait va baisser. Vous allez allumer encore une deuxième fois, il va remonter. Vous fermez le gaz, le lait va baisser. Donc il y aura des mouvements de soulèvement et d'affaissement. Soulèvement et affaissement. Et il y aura donc ces fractures créées ici qui vont donner des failles normales, car il doit y avoir des affaissements. Et le manteau qui est remonté parce que la température est importante à ce niveau-là, cette remontée, on l'appelle un diapire asténosphérique. Le diapère asténosphérique, un diapère, c'est chaque fois que vous avez quelque chose qui est moins dense et essaie de sortir vers la surface. Donc ce comportement va aboutir à l'installation d'un fossé d'effondrement. C'est comme un graben avec un rift continental à ce niveau-là. Un rift, c'est un ensemble de failles normales qui affectent la croûte continentale pour former un bassin, avec un amincissement. On va avoir ici un amincissement. Il y aura un amincissement de la croûte. Il est plus mince que d'habitude. Donc il va avoir glissement de part et d'autre et un fossé d'effondrement. Et les mouvements vont continuer vers le haut par bombement thermique, affaissement par refroidissement, bombement par chauffage de la partie du manteau. Ce deuxième stade peut rester comme ça, c'est-à-dire on peut, dans ce deuxième stade, rester tout simplement un bassin comme un graben où il y aura de l'eau, où il y aura aussi de la sédimentation. Le troisième stade dépend de l'évolution de ce deuxième stade. Dans le troisième stade, on a deux cas possibles. Soit l'amincissement crustal s'arrête, donc il n'y aura plus de rupture, il n'y aura plus de manteau supérieur qui va monter à la surface, et on va dire que le rift est avorté. Un rift avorté, ça veut dire un rift qui n'a pas terminé son évolution. Le terme avorté, on l'utilise aussi pour les grossesses. C'est une femme enceinte, on dit que la femme est enceinte. Si la grossesse s'interrompt par telle ou telle raison, on dit qu'elle a avorté. C'est une grossesse avortée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu aller jusqu'à la fin. Ici, c'est la même chose. Cette ouverture n'a pas pu aller jusqu'à la fin et on dit le rift est avorté. Il y a encore des exemples de rift avorté. Des exemples où nous avons le bombement thermique, installation d'un graben, mais qui n'a pas atteint le stade d'océanisation. L'exemple ici, c'est le Haut Atlas marocain. Le Haut Atlas marocain était un rift où il y aurait probablement, c'est-à-dire si l'évolution a continué, il y aura un océan qui va être formé dans l'emplacement du Haut Atlas marocain. Mais ça a avorté, ça n'a pas fermé, ça n'a pas continué la rupture pour couper complètement, faire une rupture, couper la croûte continentale pour faire monter les basaltes du monde. Donc on l'appelle un rift avorté et ça donne une chaîne de montagne à l'intérieur d'un continent. Le deuxième stade, c'est que il doit y avoir, on passe donc à un stade 3 où il doit y avoir une rupture. La croûte, regardez, la croûte continentale,
c'est partagé en deux. Donc nous avons deux continents et un océan qui commence à se former. Et cet océan va continuer à s'élargir petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne un grand océan, comme l'océan Atlantique. Et là, on a donc une croûte océanique qui va se former. C'est uniquement par la montée des basaltes. Le basalte qui monte et il forme ici la croûte océanique. Donc la croûte continentale, elle a été, ça commence, la croûte continentale a fait un bombement dû à la montée du manteau, érosion, installation d'un fossé d'effondrement. Si la rupture continue, tant mieux, on va avoir un océan. Si la rupture s'arrête, on va avoir tout simplement un rift avorté qui va évoluer en une chaîne de montagne par la suite. On verra dans la séance prochaine comment une chaîne de montagne intracontinentale peut se former. Donc, les basaltes vont remonter et vont pousser latéralement. C'est un bloc diagramme animé qui montre les différentes étapes de la formation d'une ride médio-océanique. Ça commence par le bombement, c'est un graben, et puis les basaltes qui remontent à ce niveau. Donc vous avez la croûte, le manteau supérieur, donc ça c'est la plaque, ça va bouger. Donc l'orange et le vert, c'est l'épaisseur de la plaque, et puis création d'une nouvelle limite qui est une dorsale médio-océanique. Le mécanisme de fonctionnement, comment fonctionne la dorsale? Comment il fonctionne? Et l'origine du magma, d'où vient ce magma qui remonte et pousse. Donc les roches du manteau supérieur en général, elles sont sèches, il n'y a pas de l'eau. Et pour qu'ils fondent et donner un basalte qui est visqueux, il y a des conditions thermodynamiques à dépasser. On parle ici du solidus. Donc, pour avoir la fusion, il faut que le roche dépasse le solidus. Ça veut dire quoi dépasser le solidus? Tout simplement avoir des conditions où on aura des cristaux plus liquides. Et de l'autre côté de ce solidus, nous aurons les roches sèches. Donc ici, par exemple, vous avez un diagramme avec la température et la pression. Si je remonte de la profondeur, la pression diminue. Et la température, elle peut diminuer aussi dans ce sens-là. Alors ça, cette courbe-là, c'est une courbe qui est faite par un ensemble de points dans lesquels la fusion commence. Pour que le manteau fond, c'est-à-dire pour que les roches du manteau solide fondent pour devenir liquide plus cristaux, c'est-à-dire devenir magma, il faut que les conditions passent de là à là. Et regardez la ligne rouge. Ça montre que je peux passer d'un manteau solide à un manteau qui est liquide, rien qu'en diminuant la pression. Je ne vais pas changer la température. C'est la même température qui est. Je diminue la pression. Et pour diminuer la pression, le manteau va migrer vers la surface. Une fois qu'il se rapproche de la surface, la pression va diminuer. Parce qu'il n'est pas en profondeur où il y a beaucoup de couches dessus. Il remonte, il remonte, il remonte. Et donc, il suffit de monter jusqu'à moins 70 km que la fusion va commencer et elle sera maximale à moins 30 km. Donc, des roches qui sont à moins 70 km de la profondeur commencent déjà à fondre. S'ils remontent un petit peu, s'ils arrivent à moins 30 km, la fusion est maximale. Et nous avons tout simplement besoin d'une fusion de 15 à 20%. Dans ce manteau qui est solide, si je fais fondre juste 15 à 20%, c'est-à-dire le 1/5 de la roche va fondre, j'aurai un magma. Ce magma-là va encore être plus rapide à monter vers la surface parce qu'il est visqueux et donc sa densité est faible, donc il va remonter. C'est comme si vous tenez un morceau de bois au fond d'un bassin d'eau, vous le lâchez, il va remonter vers la surface. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la nature, c'est les plus denses en bas et les moins denses en haut. Alors ce magma, il va se stabiliser dans ce qu'on appelle une chambre magmatique. Fusion, dans ce schéma-là, fusion va se passer à ce niveau-là. Là, vous avez la fusion. Ensuite, vous avez la chambre magmatique dans laquelle elle va stocker.
ensuite il va remonter à la surface ici, donc c'est le rift, et le fait de pousser, vous aurez donc le mouvement latéral, l'écartement des plaques. Donc ici, vous avez la même chose que ce qu'on avait au début de la science, le manteau supérieur avec les pérodites, les cumulats de basalte, bien de gabbro litté, le gabbro un peu plus massif, et c'est le gabbro en filant. Les filants, ça veut dire fracture remplie par le magma. Fracture ouverte, donc il y a une distension, remplie par le magma, ça forme des filants. Et donc ici, vous avez par exemple le schéma d'un rift au cœur d'une dorsale, et c'est une dorsale qui est lente. Pourquoi elle est lente? Parce que vous n'avez pas ici une zone où le magma sort à grande quantité qui va pousser latéralement. Donc ça sort par des failles. Et s'il y a de l'eau, chaque fois que le magma il ressort, la première partie qui sort va se refroidir en boule. C'est ce qu'on appelle les coussins. Est-ce que maintenant, quand on a, qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu les rifts, comment est-ce que ça commence? Une dorsale dans un bombement thermique dans un continent, il y aura un bombement thermique, ensuite ce bombement va s'éroder, il y aura installation d'un fossé d'effondrement, ensuite on va avoir une crotte océanique qui va sortir, et donc ça va donner ce qu'on appelle donc la crotte océanique. Cette crotte océanique va former le fond d'un océan, et donc vous allez avoir la crotte océanique, un océan qui va faire une expansion et s'élargir, et les deux morceaux du continent vont s'éloigner les uns des autres, c'est ce qui se passe aujourd'hui entre l'Amérique et l'Afrique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un endroit où ça commence l'installation d'une dorsale médio-océanique? Est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui même dans lequel prochainement il va y avoir, donc, quand on dit prochainement en géologie, c'est des millions d'années. Est-ce qu'il y a un endroit sur la surface de la Terre, dans un continent où il y a un rift qui est en train de se former, un endroit qui va évoluer en un océan dans l'avenir, dans des millions d'années? Eh bien oui, il y a un endroit, c'est une zone où il y a une distension très importante et dans laquelle il va y avoir une installation d'un océan dans l'avenir. Eh bien, le rift, c'est le rift vallée Est-Afrique. Et dans le rift vallée, c'est le Kilimanjaro. Un endroit qui existe ici donc dans la partie est de l'Afrique et dans laquelle on a une installation d'un fossé d'effondrement. Nous avons déjà des failles importantes avec de l'eau. Regarde, de l'eau qui commence déjà à s'installer et ça va dans l'avenir évoluer en un petit océan. Vous avez une photo ici qui montre des endroits où vous avez des failles normales importantes et le basalte qui commence à remonter déjà. Ça, c'est des basaltes. Et donc, c'est continu depuis ici, donc depuis la mer Rouge, jusqu'à l'est de la Zambie. Donc, il y aura la partie ici qui va peut-être un jour disparaître. Pas disparaître, mais s'éloigner un petit peu. Regardez donc l'évolution dans l'avenir. Dans quelques millions d'années, l'Afrique va changer de forme. Il y aura la forme d'un marteau. Regardez là, il y aura création d'un nouveau océan, et puis un autre continent, et puis le reste du continent Afrique. Donc il y aura un nouveau continent ici, qui sera formé par une partie du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tanzanie. Et puis le reste, vous aurez un océan à ce niveau. Donc ça rien que par des volcans, un bombement, un soulèvement, ensuite l'installation fossé d'effondrement, ensuite il y aura un éloignement, la forme actuelle. La remontée des basaltes aboutit à l'écartement. Regarde, dans ce schéma-là, nous avons ici les basaltes qui remontent dans un premier temps, ensuite de nouveaux basaltes qui remontent et poussent les anciens basaltes, ainsi de suite, de nouveaux basaltes qui remontent et poussent
Et regardez, les premiers basaltes qu'on avait au début sont plus éloignés les uns des autres. Donc il y a toujours une symétrie. Ici, vous avez des basaltes récents et ici, les différentes couches de basalte remontées. C'est des bandes latérales. Les plus anciens sont loin de la rive, les plus récents sont à côté de nous. C'est comme ça que le fond des océans augmente, la surface des fonds d'océan augmente, et c'est comme ça aussi que vous avez l'éloignement des continents l'un par rapport à l'autre, et c'est pourquoi on l'appelle une limite divergente. Vous avez la surface qui est créée, regardez ici, il y a une surface qui est ajoutée. Cette surface qui est créée et ajoutée va créer un problème. Quand vous avez une surface qui est ajoutée, il va créer un problème parce qu'il va y avoir un déséquilibre. Est-ce que la surface de la Terre augmente? Non. Si la surface de la Terre augmente, il va y avoir un problème gravitationnel avec les autres planètes. Peut-être qu'il va y avoir des heurtements ou bien des collisions entre les planètes. Donc, la surface ne doit pas augmenter. La solution, c'est que toute la surface qui est ajoutée au niveau des rides médio-océaniques ou des dorsales va disparaître au niveau des ondes de subduction. Comme ça, on a un équilibre. Si la surface s'ajoute quelque part, son équivalent va disparaître ailleurs, dans les ondes de subduction. Le schéma qui est là, les deux schémas, soit c'est la coupe, je vois que la surface qui va être ajoutée au niveau de la zone de dorsale ici numéro 1 va disparaître dans la zone de subduction. Sur la carte, par exemple, tout ce qu'on ajoute ici, ça va disparaître ici. Ici, ça s'ajoute la surface, et ici, il va disparaître. Donc, il y a un équilibre entre les dorsales et les zones de convergence ou bien ce qu'on appelle les fosses océaniques. Donc, on va voir c'est quoi les limites de convergence. Donc, une limite de convergence, en fait, c'est une limite où vous avez, contrairement à la dorsale, le rapprochement. Et se rapprochent. Les deux plaques se rapprochent, et on appelle la zone une zone de subduction. Et on va voir c'est quoi cette subduction. Une zone de subduction, c'est une zone dans laquelle vous avez plongement de la croûte océanique. Jamais de croûte continentale qui plonge. Alors, sur une carte du monde, voici des zones où nous avons le rapprochement des continents. Regardez ici, ça c'est le rapprochement du continent. La plaque océanique se rapproche et cette zone océanique plonge. Et la plaque océanique elle est créée ici, la croûte océanique elle est créée ici, et puis elle plonge sous l'Amérique du Sud. C'est pourquoi nous avons des chaînes de montagnes. Ici, nous avons la croûte océanique créée au niveau de l'océan Indien, elle plonge ici, elle commence à pousser l'Inde, et ici, nous avons le rapprochement aussi de la plaque européenne et la plaque africaine. D'ailleurs, ce rapprochement, il est à l'origine de beaucoup de séismes au nord du Maroc. Une zone de subduction peut être de deux types. Soit vous avez une croûte océanique qui plonge sous une autre croûte océanique, donc la limite, elle est dans l'eau, elle est sous l'eau, la limite entre deux plaques, elle est sous l'eau, et le plongement de cette croûte océanique ici va créer donc à ce niveau-là l'hydratation de la croûte du manteau supérieur et ça va aboutir à une pression qui va créer des basaltes qui remontent sous forme de volcans. Et on appelle les différents volcans alignés le long d'une fosse où il y a une subduction un arc insulaire. Un arc insulaire. Alors que si la plaque océanique plonge sous un continent, on va avoir aussi la même chose. On va avoir création de magma qui va remonter à la surface sous forme de volcans continentaux et qu'on appelle l'arc continental. Si je reviens à cette carte-là, où vous avez la croûte océanique qui plonge sur l'Amérique, nous avons des volcans à ce niveau. Par contre, là où la limite de convergence est dans l'océan, il va y avoir ici ce qu'on appelle un arc insulaire. Des volcans à ce niveau-là, c'est des volcans dans l'océan. C'est l'arc insulaire, alors que les volcans de la subduction dans le continent, ça s'appelle arc continental. Soit croûte océanique sur la croûte océanique, c'est l'arc insulaire. Soit croûte océanique sur la croûte continentale, c'est l'arc volcanique.
de type, donc, et jamais de croûte continentale qui va plonger. C'est toujours la croûte océanique qui plonge. Pourquoi? Parce que il est moins dense que la croûte continentale. Donc c'est elle qui va plonger. Comment fonctionnent les ondes de subduction? Quelles sont les différentes parties de ces ondes de subduction? Quel est le mécanisme de fonctionnement? Comment se forme le magma? Est-ce qu'il y a de la déformation? Est-ce qu'il y a du métamorphisme? Tout ça. Des questions auxquelles répondre la séance prochaine, la séance numéro 2. Donc, cette séance est terminée. Arrêtez l'enregistrement. Et si vous avez des questions,